Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach en développement de carrière et relations d'aide. Je suis aujourd'hui avec Léon Maurice Lavoie. Bonjour Léon. Bonjour Sarah. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, une matinée qui a commencé assez rock'n'roll. Assez mouvementée comme on dit. Alors, écoute Léon, tu es anthropologue, tu as fait beaucoup de choses aussi avec Jacques Salomé, on va en parler tout à l'heure. J'aimerais commencer d'abord avec la grosse question. Qui es-tu? Toute une question. Ouais. Une question qui prend peut-être une vie parfois à répondre. Exactement. Ben, je peux dire d'emblée que je suis né à Sorel, que j'ai vécu là jusqu'à l'âge d'environ 20 ans. Ensuite, je me suis inscrit justement en anthropologie à l'Université de Montréal. Par la suite, j'ai travaillé à l'évêché de Saint-Hyacinthe, donc comme animateur. Parce que moi, durant ma jeunesse, j'étais beaucoup impliqué dans les mouvements jeunesse. Donc, j'ai eu un poste à la jeunesse étudiante chrétienne, pardon. On disait la JEC à l'époque. Donc, j'ai travaillé 2 à 3 ans. Et là, comme par hasard, ben, j'organisais beaucoup des événements à cette époque-là déjà. Et j'ai fait la rencontre de ma conjointe qui est décédée malheureusement en 2003. Donc, c'est ça. Donc, après mon poste d'animateur, ben, j'ai un ami qui m'a contacté parce que je travaillais beaucoup avec les gens qu'on appelait les animateurs de pastoral à l'époque et qui étaient dans les écoles secondaires. Puis, entre-temps, j'avais suivi une formation en éducation, puis je voulais enseigner dans une école secondaire. Donc là, il y a une porte qui s'est ouverte à Saint-Césaire, une petite ville en Montérégie. Et j'y ai enseigné l'éthique et culture religieuse, mais au début, c'était plus l'enseignement religieux. Et il y a eu un projet à l'école qui m'a permis de parfaire mes connaissances en français. Puis j'ai enseigné le français pendant une vingtaine d'années. La religion est très présente, hein? Tu as grandi avec. Est-ce que c'est une éducation qu'on t'a donnée, qu'on t'a transmise, ou c'est toi qui es allé chercher les réponses dont tu avais besoin? Je dirais, c'était présent chez nous, mais pas plus que ça. Moi, j'étais plus... à l'époque, on appelait ça la théologie de la libération. Donc, j'étais très près là, des mouvements qu'on dirait militants. Donc, c'est ce côté-là qui m'intéressait. Mais de fil en aiguille, je me suis beaucoup retiré là, de l'institution comme telle. Et je me suis rapproché plus d'une certaine spiritualité là, qui est près, je dirais... en fin de compte, moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. On peut l'appeler de différentes façons. Et je tente un peu, comme notre ami François Lemay dit, de me connecter de plus en plus avec. Donc, je pourrais dire ça. Mais la religion, ben, quand j'étais tout petit, je servais la messe. Mais j'étais pas... J'ai toujours été, par exemple, je dirais plus idéaliste. Donc, puis des grandes questions de l'humanité qui se posaient, je me suis posé ces questions-là quand même assez jeune. Et j'ai ressenti beaucoup de l'injustice rapidement. Donc, c'est pour ça que mon implication s'est faite rapidement. Je dirais, dès le secondaire, je me suis impliqué dans plein de mouvements. Et comment, quand on commence avec la religion, après, tu as fait un peu, j'ai envie de dire un rapport, mais un peu te positionner au niveau de la spiritualité. Oui. Et quand il t'arrive des coups difficiles, comme tu as dit, le décès de ta conjointe, comment ça se positionne quand on est croyant, on croit plus haut, on croit qu'il y a un impact quelque part, il y a des liens. Comment on vit ça? C'est une grande question. C'est sûr que le décès de mon épouse, ça a été quelque chose un événement charnière, je dirais, là. Un élément très important. Parce que ça s'est échelonné sur 5 à 6 ans. Ça m'a, je dirais, pas juste m'amené à poser des questions, mais amené aussi à poser des gestes. Parce que là, je suis allé en thérapie. Alors, j'ai entre guillemets, pas entre guillemets, j'ai pensé, PAN, mes blessures d'enfant. Elles sont encore là, mais je suis capable de mieux m'observer par rapport au travail que j'ai fait. Évidemment, j'ai fait un travail de deuil avec ma conjointe, qui n'a pas été facile parce qu'à l'époque, j'avais 3 jeunes enfants. Donc, je suis tombé monoparental. Mais il faut dire que la maladie a été là avec nous pendant 5 ans, 5 à 6 ans. Donc, jusqu'au décès. Alors, évidemment, travail sur soi, j'ai fait de la psychothérapie. J'ai lu une auteure qui m'a beaucoup aidé à l'époque qui s'appelle Claudia Rainville. Ses écrits m'ont beaucoup aidé.
Et j'ai vécu un événement très particulier là, par rapport au décès. C'est que un moment donné, j'étais endormi et j'ai fait un rêve. Et ça, c'est quelque temps juste après le décès. Et j'ai fait comme... j'ai vu Joanne. Elle s'appelait Joanne. Et un peu comme dans Mon fantôme d'amour, là, le film, elle est venue et elle m'embrasse. C'était son baiser d'adieu, mais c'était tellement intense, Zara. Là, c'est un moment vraiment qui m'a touché. Puis elle m'a embrassé dans le cou, puis là, c'est comme si elle m'enveloppait de sa présence. Puis j'avais des frissons, mais j'avais comme un mix d'émotions. J'avais de la peine, j'avais de la joie, j'avais de la peur aussi. Puis là, je me suis réveillée, mais c'était très intense. Alors là, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il s'est passé plein de choses, évidemment. Puis à partir du décès de Joanne, évidemment, quand on est en enseignement aussi avec des jeunes, ben, on côtoie pas juste des contenus de cours, on côtoie des individus. Puis en côtoyant des individus, ben, on côtoie des souffrances, on côtoie toutes sortes de choses. Donc, moi, j'ai voulu essayer d'être le plus près possible des jeunes. Et c'est pour ça que j'ai... dans le temps, je pense que c'est autour de 2006, j'ai commencé à m'inscrire à des cours de communication relationnelle. Okay. Selon la méthode ESPER, qui a été mis sur pied par Jacques Salomé. Mais Jacques Salomé aussi a mis sur pied, en fin de compte, une espèce de corpus pour qu'il y ait une association. Pour que les gens puissent aussi se reconnaître là-dedans, puis que les formateurs soient reconnus comme tels aussi. Donc, c'est ça. ESPER, c'est un acronyme qui veut dire énergie spécifique pour une écologie relationnelle essentielle. Wow! Ouais, c'est ça. Et là, justement, tu as écrit un livre avec Jacques Salomé. Non, pas tout à fait, avec Sylvain. Avec Sylvain. Mais qui a été préfacé par Jacques. Par Jacques. Oui. Et je vous le présente ici. Je viens de le recevoir. Oui, alors, il est tout chaud et tout frais. Je vous en donne des nouvelles. Et ça fait quoi on sent en fait, on sent ce besoin-là de transmettre, mais c'est transmettre pour guérir. En fait, oui, transmettre parce que tu veux aider, oui, mais en fait, j'ai l'impression que tu le fais d'abord parce que toi, ça t'apporte du bonheur et toi, ça t'apporte les portes et les réponses que tu as besoin pour toi. C'est très juste ce que tu dis. Ouais. Justement, on recevait François Lemay, on va peut-être y venir tantôt là, pour les conférences, mais il disait ça de nommer 4 valeurs. Puis que ces valeurs-là, ce soit vraiment vos guides. Et moi, il y avait 2 valeurs. J'ai dit ça à François, j'ai dit il y a 2 valeurs qui sont sorties tout de suite. C'est la transmission. Moi, je veux que les gens aient des regards autres. Parce que un regard, c'est pas le réel. C'est le réel d'une personne, d'un individu. Mais moi, je pense que plus on a de regard, bien, plus notre regard s'approche, je dirais, de la vérité. De plus, ou de la réalité. On voit plusieurs facettes. Oui, exactement. Et le problème, puis c'est drôle, je m'en venais tantôt, j'arrive de Saint-Césaire pour venir te rejoindre à Montréal. Et j'écoutais hier, Mathieu Bock-Côté s'est fait entarter. Okay. Alors là, puis j'ai Catherine Perrin, que je trouve très bonne animatrice à Radio-Canada, ben, elle a amené des gens, justement, qui avaient des regards. Il y avait des entartrés, il y avait un entarteur, et il y avait quelqu'un qui faisait le pont entre les deux. Et moi, mon rôle, je le vois souvent, relier des gens, transmettre, avoir des regards différents, pour que les gens se fassent leur propre idée, et aussi, à partir de ça, posent des actions. Parce que selon moi, les deux vont de pair. L'idée, c'est de déboucher sur des actions qui amènent à un bien-être. C'est ça. Donc, oui, transmettre, c'est quelque chose d'important pour moi. Et si je reviens au livre, ben, c'est de comprendre, oui, la transmission, c'est quelque chose, mais la communication, c'est ce va-et-vient-là entre transmettre, émettre et accepter le message, le recevoir, etc. Et justement, la communication, c'est beaucoup plus grand qu'un émetteur-récepteur. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent là-dedans. Et M. Salomé, son approche, justement, ça nous permet d'un premier temps de regarder notre première communication, qui est notre communication avec soi, notre langage interne. Je ne sais pas si Sylvain en a parlé quand il est venu te voir, mais on appelle ça le soliloque. Donc, toutes nos pensées, on en a 60 000 par jour.
Donc, s'observer, comprendre ce qui se passe dans ce canal-là, regarder que dans ce canal-là, ben, il y a des blessures qui sont présentes là. Puis moi, dans mon cheminement, ben, comme je le disais tantôt, j'ai pensé ces blessures-là, PAN. PAN, oui, c'est ça, pas faire de faute de français. Donc, ça, c'est important parce que ces blessures-là qu'on a, ou c'est ce que M. Saloumi appelle ces caca relationnels qu'on a dans notre relation à nous, mais ça va paraître. Ça va entacher. Et ça va entacher notre communication avec l'autre. Et on va être plus dans la réaction si on ne les a pas guéris ou si on n'en a pas conscience. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, oui. Je m'éparpille peut-être un peu, mais c'est sûr que des espaces de vie, mais la communication pour moi c'est fondamental. Puis d'autant plus là-dedans, j'ai comme une petite mission de mon petit Léon, parce que mes parents chicanaient souvent. Et un peu comme au Québec, on n'aime pas la chicane, moi non plus j'aime pas tellement la chicane, mais la chicane elle fait partie de nos vies, il y a une façon de se chicaner. On est capable d'amener des points de vue différents, des façons de faire différentes, tout ça, mais il faut être souvent à l'écoute de l'autre, puis à l'écoute de ce qui se passe en soi, puis d'être capable de prendre le risque de se dire, malgré que l'autre va nous rabrouer. Et c'est ça qui n'est pas facile dans la communication, parce qu'à chaque fois que je communique quelque chose, eh bien, l'autre va probablement me juger, me dévaloriser, et c'est ça qui bloque la communication. Puis quand on est dans une relation de confiance avec l'autre ou un thérapeute, ben justement, la personne se sent en sécurité et en confiance. C'est pour ça qu'elle peut se livrer totalement. Et elle va se livrer totalement sans les peurs, les croyances. Mais tu as apporté 2 points, juste pour faire un résumé. Donc la première chose, tu me corriges si j'ai tort. Oui, pas de problème. La première chose, c'est donc la communication envers soi-même, donc porter le regard dessus. Deuxièmement, l'écoute. Et le troisième, on avait frôlé le sujet avec Sylvain, et j'ai amené l'idée de lorsque l'autre se fâche, ou lorsque l'autre est en réaction, pour moi, elle est en train de donner sa limite, elle est en train de dire sa limite. Oui. Je suis juste plus capable, je suis impuissante, je me sens impuissante, je ne comprends pas. Et au lieu de s'énerver, nous, on reçoit ça et on s'énerve forcément, hein, on est des humains. Donc la première réaction, c'est bang. Et après, quand on réfléchit, on réalise, ben, ça se peut-tu que l'autre soit finalement dans sa limite? Oui, effectivement. Oui, effectivement. Il n'y a pas juste une réponse à ça, mais oui, la colère, c'est souvent ça. C'est une atteinte, bien souvent, à une valeur. C'est bien souvent aussi un besoin à l'intérieur de nous qu'on ne respecte pas. Et bien souvent, on se met en colère contre l'autre, mais bien souvent, c'est contre soi. Elle est contre nous. Et c'est cette mécanique-là qui n'est pas, au début, évidente à percevoir. Mais quand on s'observe, tout ça, on peut l'apercevoir et la nommer après. Et quand on est en émotion aussi, ben, on est en émotion. Là, c'est pas le temps de parler. Alors, on laisse aller. Moi, je me dis... moi, je me souviendrai toujours, je peux prendre un crayon? Oui, merci. Mon coach au baseball disait toujours, quand vous vous faites retirer sur 3 prises, vous êtes choqué, mais vous ne lancez pas votre bâton. Ce que vous faites, je vais essayer de bien le faire, on le lance, puis hop! Et ça permet justement de dégager sa colère. Parce que oui, il faut l'exprimer, il ne faut pas la garder en soi. Alors, c'est de trouver le geste juste, je dirais, justement pour l'évacuer, cette colère-là. Mais une fois qu'elle est évacuée, et là, c'est là qu'il faut revenir avec nous, justement, regarder c'était quoi le besoin qui était en jeu, qui n'a pas été respecté, c'était quoi la limite. C'est drôle, on s'en vient ici, puis moi puis ma conjointe, ce matin, on a eu une chicane. Mais là, j'ai compris après coup que ma blonde travaille, et ça aussi, l'environnement joue pour beaucoup. Il y a beaucoup de stress qu'on vit au quotidien. D'ailleurs, il y a plein de littérature à ce niveau-là, d'écrits, d'articles, d'émissions même. Radio-Canada a même engagé une spécialiste pour en parler à la radio. Donc, plus on est stressé, tout ça, puis à un moment donné, ben, notre limite à la frustration, au dialogue est plus courte. On a la mèche courte, comme on dit. Donc, et c'est ça qu'elle m'a exprimé. Il y a une image qu'on voyait en communication relationnelle, c'est qu'il y avait quelqu'un qui se faisait engueuler par son patron. La personne arrivait à la maison, engueulait son enfant,
et l'enfant engueulait le chien. C'est pour dire que, justement, on a besoin de la sortir, cette colère-là, mais bien souvent, on la décharge sur des gens qui sont complètement... Qu'est-ce que je fais avec? Ouais, c'est ça. C'est la patate chaude, là, exactement, on va l'envoyer ailleurs. Exactement. Mais donc, tu sais, là, tu parles de colère, mais là, on dirait que dire qu'on est triste, dire que ça va moins bien, c'est plus facile que de dire qu'on est en colère. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment frustrée contre elle, frustrée contre lui, puis en colère. Effectivement. C'est comme ça que c'était moins bien vu. Ouais, je pourrais pas dire, mais justement, c'est que la colère, bien souvent... C'est comme socialement pas accepté. Ouais, peut-être, ouais. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Tandis que la tristesse, ben, il faut faire attention aussi. Si on est toujours triste, ben, c'est qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose avec cette émotion-là pour pas rester dedans continuellement. Ben, dans toutes les émotions, je dirais, en fait. C'est juste qu'il y en a comme des plus socialement acceptables. Et même quand on est trop, excuse-moi, mais même quand on est trop joyeux, entre guillemets, des fois, ça peut taper sur les nerfs des gens. Ça embête les autres. Puis je dirais aussi, quand on est triste, l'autre si on a une personne sauveur dans notre entourage, ben, ça va être facile d'avoir cette attention-là et cette aide. Mais la colère, les gens n'osent pas trop. Ouais, mais là, il est en colère, on va le laisser tranquille parce qu'ils ne veulent pas toucher à la leur. Exactement. Alors, ça fait comme, non. C'est assez spécial. Exactement. Dis-moi, as-tu l'impression d'être sur ton X? Ça, c'est une bonne question que tu m'as posée. Je te dirais que je suis sur 2 X en même temps. Et là, je suis à l'étape de ma vie où il va falloir que je décide des choses. Ah, t'es en transition. Ouais, je suis comme en transition. Mais ce que je peux dire, ça, je ne l'ai pas dit tout de suite, là, mais depuis 2010, j'organise des soirées-conférences à Saint-Césaire que j'ai nommées Se relier au cœur du monde. Puis aussi, depuis maintenant, là, on est en 2017, depuis 2014, je travaille avec Sylvain Guimont, qui est conférencier, auteur, biomécanicien de la colonne vertébrale, ostéopathe et tout que tu as reçu ici. Donc, je coordonne beaucoup ses activités, mais en même temps, je fais aussi des bouts de communication relationnelle avec lui. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la rencontre avec les gens aussi. Et ça, je rencontre des gens formidables, puis de tous horizons. Donc, ça permet un petit peu, comme je disais, d'agrandir moi-même ma vision. Parce que, tu sais, quand on rencontre des infirmières, ben, ils ont leur réalité. On rencontre, par exemple, des policiers, ils ont leur réalité, etc., etc. On a même travaillé avec les Premières Nations. Donc, il y a plein de choses. Moi, je suis un curieux. Je suis un picatou, puis je suis curieux. Ça se voit dans tes yeux. Oui, j'aime beaucoup ça, comprendre les réalités, qu'est-ce que les gens vivent, tout ça. Puis, justement, pour transmettre ça. Mais justement, quand tu es dans cette transition, parce que là, le choix, il n'est pas fait, là. Ou presque. Presque. Ben, presque. Ah, là, okay. Donc là, t'es moins dans les émotions. Ouais, mais je suis en processus. Okay. Je te dirais que parce que il y a comme quelque chose qui me retient, que j'ai pas encore identifié, mais il y a aussi quelque chose qui me dit « Ah oui, saute en parachute ». Donc, c'est ça qu'il faut que j'évalue. Est-ce que je reste ou que je saute en parachute? Ouais, c'est ça, c'est toujours la transition. C'est quand on est entre deux choix. Et on doit choisir, et il y a toutes les émotions qui viennent là. Exactement. C'est ça qui fait que c'est lourd. C'est pas le choix en lui-même, c'est le fait que ça n'a pas encore été décidé qui fait que c'est difficile. Exactement. Puis, moi, ce que j'ai appris, c'est que dans chaque choix, ben, c'est pas tant le choix, mais c'est de renoncer. Alors, c'est tout le renoncement qui est plus difficile. Donc, c'est plus ça. Mais je sais. C'est le coup d'option. Hein, exactement. Donc, c'est ça qu'il faut que je pèse. Puis, mais ça va bien se faire parce que là, j'en parle à des gens. J'ai des questions que je vais avoir des réponses aussi, donc je pense que ça va bien se terminer. Et tu apportes un bon point, demander cette aide-là, poser des questions. Ben justement, parce que... Ça fait partie de la communication. Ben oui, exactement, parce que si on se fie juste à notre regard, ben, on a une infime partie de ce que c'est, donc quand on allait chercher de l'aide, ben, aller chercher de l'aide, aussi, c'est pas toujours évident, ben, c'est de se montrer dans notre vulnérabilité. Mais quand je suis en rapport avec quelqu'un en qui j'ai confiance, je me livre plus facilement. Mais ça me prend du temps avant d'avoir la confiance des gens, bien souvent. Ah, oui. Ouais. Et... Ben, je te dirais, ça dépend. Je sens, vu que ma petite voix me le dit plus, c'est beaucoup dans le corps qu'on le ressent. Ouais. Tu es très proche de ton corps. Hein? Je te dirais plus, mais j'ai été loin de lui un certain temps. Ah, ouais. Parce que je vis avec un petit malaise que là, je sais qu'il est là, puis qu'il prend moins le dessus sur moi.
mais il a pris beaucoup le dessus sur moi à un certain moment de ma vie. J'ai le côlon irritable. Okay. Donc, ça m'a amené à justement changer plein d'affaires au niveau de mon alimentation, tout ça. Puis là, je te dirais que ça va bien quand même. Mais effectivement, je pense que pour moi, le corps, c'est un baromètre en fait. Oui, c'est-à-dire? Pour moi, c'est un baromètre, c'est-à-dire que chaque émotion que l'on vit, ou si on a des peurs, des fois, on n'est même pas conscient de ce qui se passe, mais on sent tout d'un coup, ah, j'ai mal au bras gauche, ah, je suis plus ballonnée, ah, il y a quelque chose, ah, il y a une tension ici. Et en fait, chaque endroit, après, bon, il y a les études, hein, le côté gauche, le côté droit, maman, papa, enfin, il y a plein de liens, puis il y a les peurs. On a mal au bras, j'arrive pas à me soulever. Il y a eu un moment donné, il y a 2-3 semaines, de la difficulté à monter les bras. Je dis, ok, qu'est-ce que j'ai pas le goût de faire, ou qu'est-ce que je me force à faire, ou je n'étais pas à l'aise, ou le ventre ballonné. Et en fait, je me sers beaucoup. En fait, pour moi, c'est la porte d'entrée pour rentrer en soi. On passe par le physique extérieur, matériel, j'ai envie de dire dans le corps matériel, et pour rentrer en soi. Je me suis posé cette question ce matin quand j'ai eu une contravention. Je me disais, qu'est-ce que j'ai créé pour avoir ça ce matin? Puis en plus, la policière, elle était charmante, tu sais, puis elle était contente de me donner la contravention, donc j'en ai ri plus qu'autre chose, mais parce que c'était la deuxième en 2 semaines. En plus, En plus. Là, je me disais, là, je vais arrêter ça parce que là, c'est sûr que dans mon budget, j'arriverai pas. Là, j'ai pas un budget contravention. Surtout, j'espère que t'as pas la croyance jamais 203. Là, j'espère que non. Mais là, je vais faire plus attention aux abords, puis... Non, mais c'est vrai que... Mais d'arriver à se poser la question tout simplement. Mais je n'ai pas trouvé la réponse, par exemple. Ça va venir. Ok, ça va venir. Il y a peut-être quelque chose que tu avais le goût de t'acheter, puis tu t'es privé de te l'acheter. Ah, peut-être, en fait, je sais pas. C'était la bonne chose à faire. Dis-moi, maintenant, on a parlé de ton besoin de transmettre, on a parlé de la communication. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de plus? Chez moi? Pas chez toi, mais que tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore exploré, mais qui est là. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est là, qui est présent, mais je sais pas même si tu as mis un mot là-dessus, mais c'est comme des niveaux de conscience différents. Enfin, c'est ce qui me vient. Bien, c'est sûr qu'on est toujours en apprentissage. Moi, j'apprends continuellement. Puis, je veux pas m'arrêter d'apprendre parce que quand je vais arrêter d'apprendre, je serai dans une autre dimension. Mais je me dis... Même dans une autre dimension, je continue d'apprendre aussi. Bon, fait que pour moi, c'est comme infini tout ça. Et la transmission l'est également. Fait que moi, imagine, si je me situe dans une perspective qui est infinie, ça ne m'amène pas au découragement, ça m'amène au contraire à toujours vouloir un peu plus. Hier, j'écoutais, j'ai des contraventions parce que je suis souvent sur la route. Hier, j'écoutais à Radio-Canada, Julien, je prononce mal son nom, Julien Gray, je pense. C'est un avocat d'origine polonaise qui est venu ici. Puis il disait ça, il dit, j'ai des regrets de ne pas avoir assez lu, de ne pas assez voir rencontrer. Un peu comme dans, t'as-tu vu le film La liste de Chandler? Oui. Moi, là, ce film-là, à la toute fin, j'ai pleuré les larmes de mon corps parce qu'il disait « J'aurais pu en faire plus. J'aurais pu en faire plus. » Et moi, là, c'est capotant. Donc, c'est sûr qu'on peut toujours en faire plus, mais on fait ce qu'on peut, là, aussi, à quelque part. Puis, moi, c'est ça, je suis rarement rassasié je veux comprendre ce qui se passe, puis tout ça, puis je vais chercher des points de vue. Et avec ce que je fais avec Sylvain, ben, j'ai le temps de le faire. J'étais avec un psychologue, donc il y a plein de choses tu sais, toutes les questions de stress, mais c'est pas juste connaître pour connaître, mais c'est pour aider des gens justement à dealer avec ça. Les peurs, bon, on a tous des peurs, on peut pas les éradiquer, ça fait partie de la vie, mais comment mieux vivre avec? Donc, comment mieux accompagner des gens par rapport à des peurs? Comment mieux accompagner des gens qui ont des souffrances psychologiques? Et bon, c'était une belle cause pour la cause récemment. Et c'est fou, il y a plein de monde qui ont des maladies. Des fois, c'est éphémère, tout ça. Et ça, il y a plein de préjugés aussi comment je pourrais dire, à enlever, mais il y a un meilleur mot qu'enlever, là, mais des préjugés à défaire. À défaire, c'est ça. Puis, bref,
Moi, c'est sûr qu'en travaillant avec Sylvain, ben, ça me permet d'explorer davantage ces choses-là. Donc, c'est continuer Oui, à c'est apprendre, continuer, tu sais, au niveau du cerveau, ce qui se passe. Tu sais, quand François dit en conférence comprendre la machine, ben, c'est ça, mieux comprendre la machine pour être mieux en relation avec les gens. Puis ta machine, c'est pas la mienne, donc non. on doit chacun, on n'a pas exactement le même. Et j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi, oui, faire des choses, oui, mais revenir sur ton besoin qui est essentiel, ton besoin vital. Oui. Donc faire en fonction de notre besoin d'être, j'ai envie de dire, qui répond à un besoin qui est intrinsèque. Oui, exactement. Ben, qui répond à mes valeurs, ça c'est sûr. Parce que les besoins, bon, on connaît la pyramide de Maslow, ils sont encore là, mais M. Salomé a rajouté des besoins relationnels qui reprend un petit peu la pyramide de Maslow, mais qui sont essentiels pour chaque individu. C'est le besoin de se dire. Donc, on est des êtres de relation, il faut se dire, mais on a beau se dire, si on n'est pas entendu, c'est un autre besoin qui est aussi important. Donc, besoin de se dire et d'être entendu, besoin de valorisation, mais pas dans ce que je fais. C'est dans qui je suis. Donc, et ça, c'est important parce que bien souvent, on mélange le comportement avec l'individu. Sylvain en a peut-être parlé avec les étiquettes qu'on accole, des choses comme ça. On a parlé très vaguement des étiquettes, c'est ça. C'est assez très facile. Et l'autre besoin, c'est le besoin de reconnaissance, de reconnaître dans mes forces, dans quoi je suis bon. Donc, mais c'est aussi besoin d'avoir le regard de l'autre. Il faut se reconnaître, mais c'est le fun aussi d'avoir l'autre. Ensuite, le besoin d'intimité. On a besoin d'être seul, besoin de créer. Et récemment, Guy Corneau est décédé. J'ai publié quelque chose sur Facebook, une pensée de lui, qui venait justement de Mme Dominique Geoffroy, qui est une de mes profs au niveau de la communication relationnelle. Puis Guy Corneau, il disait, en fin de compte, la vie, c'est un voyage. On sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin. Mais il dit, entre les deux, c'est moi qui la crée. Donc, le besoin de créer, c'est très important. Donc, sur toutes sortes de petites choses, c'est pas nécessairement d'avoir une invention du siècle, mais c'est de mettre une belle table, par exemple, comme ma blonde aime ça, son besoin de créativité passe beaucoup là-dedans. La créativité arrive beaucoup dans ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Alors, l'idée, c'est quand on a un problème, ben, comment on peut amener nos forces pour essayer de le régler, ce problème-là. Donc, ça, c'est important. Et l'autre besoin qui est vraiment important, c'est le besoin de rêver. De se projeter dans l'avenir, puis d'avoir des projets. Ça nous tient évidemment vivants. Alors, quand ces besoins-là sont respectés, eh bien, on est bien. Ben moi, je suis bien. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, Léon Maurice. C'est vraiment gentil d'avoir accepté. Ben, merci beaucoup. Et puis, les amis... Merci de ton invitation, oui. Ben, avec plaisir. Les amis, je vais mettre des liens en dessous, Facebook. Enfin, tu me donneras toutes les informations. Et puis, vous avez plusieurs perles dans cette entrevue-là. Donc, prenez le temps d'écouter, de réécouter peut-être. Et je vous dis à la prochaine. Ben, merci. Bye bye.